Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de ce journal. You've shown the courage to come forward today. Ambassadeur, vous avez montré du courage de témoigner aujourd'hui, malgré le fait que la Maison-Blanche ou le département d'État vous ait exhorté de ne pas le faire, même si, comme vous l'avez dit plus tôt, le président vous a implicitement menacé et maintenant le président vous attaque en temps réel. Quel effet pensez-vous que cela a sur la volonté des autres témoins de se manifester et de dénoncer des actes répréhensibles? Eh bien, c'est très intimidant. Je veux dire, je ne peux pas parler de ce que le président essaie de faire, mais je pense que cela a pour effet d'intimider. Eh bien, je veux que vous sachiez, Madame l'ambassadrice, que certains d'entre nous ici prennent très très au sérieux l'intimidation des témoins. Deux diplomates américains, George Kent et William Taylor, ont été les premiers à témoigner au Congrès. Selon Taylor, la Maison-Blanche a suspendu l'aide militaire en Ukraine pour faire pression sur le président ukrainien à mener des enquêtes sur son rival, Joe Biden. Refuser cette aide sans autre raison que d'appuyer une campagne politique n'avait aucun sens. Le démocrate Adam Schiff préside ces auditions. Qu'est-ce que les Américains devraient maintenant attendre de leur président? Si ce n'est pas une mise en accusation, qu'est-ce que c'est? Pour les républicains, ces témoignages sont de deuxième ou troisième main et finalement, l'Ukraine a reçu cette aide. Pour Devin Nunes, tout ceci est un complot démocrate de longue date visant à destituer le président. Quiconque est familier avec la politique de la terre brûlée que les démocrates ont engagée contre le président Trump ne sera pas surpris de voir les signaux typiques d'une campagne de diffamation médiatique soigneusement orchestrée. Le président Trump a toujours répété que c'est de l'arnaque et une chasse aux sorcières. Il n'y a jamais eu de président aussi transparent. C'est une chasse aux sorcières au plus haut niveau et c'est mauvais pour notre pays. Les démocrates espèrent que ces audiences feront basculer l'opinion publique. Ce n'est pas une situation où la Chambre des représentants et le Sénat veulent renvoyer quelqu'un parce qu'ils ne l'aiment pas. Ce serait une erreur et ce n'est pas ce qui se passe ici. Mais c'est aussi un processus politique qui a besoin du soutien du public. Je pense qu'il reste à savoir que sera l'impact de la mise en accusation sur les élections de 2020. Pour le moment, cela ne fait que renforcer les opinions des partisans de chaque camp. Les démocrates auront quand même besoin d'élaborer un dossier bipartisan. Pour qu'un président soit destitué, cela signifie que les deux partis, une part importante de chaque camp, l'acceptent. Richard Nixon a démissionné en 1974 au plus bas de sa cote de popularité. En 1999, Bill Clinton a survécu un procès au Sénat. À l'époque, une grande partie des Américains rejetaient les efforts des républicains pour le destituer. Au lendemain de l'attaque du 6 novembre contre un convoi minier, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, dans une adresse à la nation, a invité les Burkinabés à une mobilisation générale pour venir à bout du terrorisme dans le pays. Il a également lancé un projet de recrutement de volontaires de la défense dans des zones menacées. Au cours d'une conférence de presse, le ministre de la Sécurité a donné plus de précisions quant à ces recrutements. Il y aura des critères pour recruter. On peut imaginer qu'il y aura des critères de moralité, il y aura des critères d'âge, il y aura des critères de résidence. Il y a un certain nombre de critères, bien sûr, que le décret va fixer. À la question de savoir qui attaque le Burkina et pourquoi, le ministre a tenté de donner des explications. Il y a des groupes islamistes, il y a certainement des délinquants, il y a parfois de la sous-traitance, dépendant de l'endroit du territoire. Les raisons pour lesquelles les uns et les autres attaquent ne sont pas toujours les mêmes.
Vous avez l'État islamique, ce n'est certainement pas pour de l'argent qu'il attaque, c'est pour islamiser. Mais les délinquants, les fraudeurs, les bandits, c'est certainement pour autre chose que l'islamisation. Les attaques, généralement des raids sur des villages, des mines sur la route et des attentats suicides, ont coûté la vie à près de 700 personnes à travers le pays depuis début 2015. Près de 500 000 personnes ont également été contraintes de fuir leur domicile. Les forces de sécurité mal équipées, mal entraînées et sous-financées ont été incapables de mettre un terme à la violence qui s'est intensifiée tout au long de 2019 pour devenir quasi quotidienne. Ici, nous avons affaire à une guerre asymétrique. Notre armée n'était pas préparée à cela. Et vous savez très bien qu'on ne forme pas, on ne change pas la stratégie d'une armée comme ça. La région du Sahel, y compris les voisins du Burkina, le Mali et le Niger, a été touchée par la violence en dépit de la présence de la force régionale du G5 Sahel ainsi que des troupes françaises et américaines. Et c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Mountour. Roger, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, John. On commence par une Monique qui est fâchée. Monique, actrice noire américaine, qui poursuit Netflix pour des discriminations salariales. Exactement. L'actrice américaine oscarisée Monique a annoncé jeudi avoir déposé une plainte pour discrimination salariale contre la plateforme de vidéo à la demande Netflix qu'elle accuse de lui avoir proposé un contrat au rabais parce qu'elle est femme et noire. Dans sa plainte, l'artiste également chanteuse et humoriste estime que Netflix lui offrait début 2018 pour une émission spéciale dédiée au stand-up la somme discriminatoire de $500 000. Des accusations ont été vigoureusement démenties par Netflix. Monique Hicks, de son vrai nom, a reçu l'Oscar du meilleur second rôle féminin pour le film Precious en 2009. La même année, elle avait pris les commandes de son propre talk show qui fut stoppé en 2011. La plainte qu'elle a déposée jeudi auprès d'un tribunal de Los Angeles considère que l'offre de Netflix perpétue les différences de salaire imposées aux femmes noires qui, selon le document, ne gagnent en moyenne aux États-Unis que 61% des sommes versées aux hommes blancs. Parlons d'autre chose, parlons des Grammy qui soutiennent, n'est-ce pas, les manifestants d'Amérique latine. Et ouais, déclaration de soutien aux manifestants dans plusieurs pays d'Amérique latine ont marqué jeudi la cérémonie annuelle de 20e Grammy Latino, Latin Grammys, à Las Vegas, qui a distingué de 5 prix la chanteuse espagnole Rosalía avec son flamenco matiné de R&B et ses ongles démesurés. La chanteuse chilienne Mon Laferte, prix du meilleur album de musique alternative, a aussi rappelé que le Chili est secoué depuis près d'un mois par une violente crise sociale. Chili, ta douleur m'est fait mal, a déclaré John, la chanteuse, en recevant son prix. Alors, on parlait d'une Monique tout à l'heure. Une Monique peut en cacher une autre. Ouais. L'artiste Monique Seka est à Washington et elle est passée nous voir. Oui, John, t'as manqué ça. Oui, elle est là pour une série de concerts avec la maison Prestige. Monique Seka continue de faire la fierté de la musique ivoirienne, pourquoi pas africaine, même si elle ne sort plus des albums aussi fréquemment qu'il y a quelques années. L'auteur de Missoua, cette chanson qui a fait bouger l'Afrique, a eu une carrière musicale impressionnante. Elle était notre invitée. Je vous propose de suivre cet extrait. Je suis en train de travailler tranquillement et en même temps, je prépare l'album et aussi les 30 ans plus de 30 ans de carrière. Wow. Voilà, que nous sommes en train de préparer. Ouais, mais je ne fais pas de tapage. Pas de tapage encore. Non. Et donc ça sera un album, ça sera... Oui, un album complet et puis qui va suivre des 30 ans de carrière où je vais inviter pas mal d'artistes de différents pays qui vont venir supporter et puis voilà. Quoi. Donc là vous allez refaire certains sons, Miss au moins et toutes ces belles chansons qui étaient dans cet album-là. Ouais. Pourquoi pas. Wow. Ah ouais, ça fait bouger tout le monde, c'est sûr. Je voulais chanter, mais je vais m'abstenir. Et tout de suite, place à notre agenda culturel.
Voilà. Merci. Roger, à la prochaine. Merci, bon week-end à vous. On se croirait au pied des pyramides de Gizeh en Égypte. Nous sommes pourtant bien au Soudan sur le site touristique Meroé. Ces pyramides sont plus petites et moins célèbres que les égyptiennes, mais elles sont plus nombreuses. En ce jour, l'architecte portugaise Tânia Monteiro et son mari sont presque seuls à s'émerveiller devant ces édifices. J'ai vu beaucoup de photos et nous dormions à proximité, donc nous avons pu les voir le soir et le matin. Jusqu'à présent, j'ai trouvé le paysage vraiment beau et les gens sont vraiment sympas, toujours très accueillants. Sur les lieux, une équipe tourne une vidéo promotionnelle pour une agence de voyage à Khartoum. Notre idée était de venir sur des sites touristiques pour les filmer sous des angles intéressants que les gens n'ont jamais vus auparavant. Nous les transformons ensuite en vidéos et courts documentaires qui reflètent le tourisme et les sites archéologiques. Seulement 700 000 touristes ont visité ces pyramides en 2018 contre 10 millions pour celles de l'Égypte. La faute, entre autres, à un système d'obtention de visa rendu difficile par le gouvernement de chute de l'ancien président Omar el-Bashir. La transition mise en place efforce d'assouplir ces règles. Nous nous attendons à ce que, grâce aux procédures que nous avons commencées, le visa soit accordé dans le plus bref délai, que le visa soit donné à l'arrivée à l'aéroport. À ce problème de visa se greffe un manque de routes et d'hôtels décents en dehors de la capitale. Les pyramides sont aussi menacées par l'ensablement. Ces dessins et sculptures sont menacés par l'empiètement du sable, qui est considéré comme la principale menace pour les dessins, en particulier les dessins extérieurs. Nous travaillons à les restaurer régulièrement afin de pouvoir les préserver. Préserver ce site équivaut à protéger une culture, celle de la dynastie nubienne Kush, qui régnait dans la région il y a environ 2500 ans. Des membres de la famille royale ont été enterrés dans des tombes pyramidales. Grâce au financement du Qatar et de l'Allemagne, les visiteurs de l'ancienne ville de Meroé pourront bientôt entrer dans les pyramides et même dans les tombes. La toupou est une spécialité culinaire originaire du peuple abouré localisé dans le sud-ouest ivoirien. Cette semoule, présentée sous forme de galettes plates et souples, est à base de manioc et suit plusieurs étapes pour sa conception. Après les avoir épluchés et bien lavés, les tubercules de manioc sont passés à la broyeuse. La semoule obtenue est ensuite tamisée avant d'être cuite pendant 2 minutes dans des marmites spécialement adaptées. Anciennement destinée à la notabilité et à la royauté abourée de la ville de Benoît, la toupou est encore aujourd'hui dans sa fabrication l'apanage de femmes d'une certaine lignée, mais sa consommation s'est de plus en plus démocratisée et il est désormais consommé par les populations des grandes villes ivoiriennes comme Abidjan. Je vends de la toupou, je la fabrique moi-même depuis 2002. Des fois on l'exporte en Europe, au Burkina. Ça m'aide à m'épargner, ça m'aide à m'occuper de mes enfants, à m'occuper de ma famille. Ayant constaté l'opportunité d'une source certaine de revenus, les femmes de la commune se sont organisées en association pour augmenter leur capacité de production et asseoir les bases d'un commerce prospère et pérenne. Ça fait déjà 3 ans que notre association existe. Nous regroupons au sein de notre association 150 femmes. Notre rôle, c'est de pouvoir ventiler notre marchandise en Côte d'Ivoire et sur le plan international. Avec un chiffre d'affaires de 267 millions de francs CFA généré en 2018, selon la représentation locale du ministère du Commerce, la vente d'Atoupou, grâce notamment aux exportations, est définitivement en train de se positionner comme le prochain filon à exploiter pour les années à venir. Et bonsoir à tous. Effectivement, c'est la suite des matchs de la première journée de ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. 2 matchs en cours. Le Maroc est pour le moment tenu en échec à domicile par la Mauritanie 0-0. 2-1 pour les aigles, disons, de Carthage dans le duel nord-africain entre la Tunisie et la Libye. Hier, l'Égypte, sans Mohamed Salah blessé, a été tenu en échec par le Kenya 1-1. 1-0 pour les Comores devant le Togo. Le Mozambique a battu le Rwanda 2-0. 2-2 dans le duel ouest-africain entre le Mali et la Guinée. Ailleurs, le Ghana a dominé l'Afrique du Sud 2-0. L'Algérie, championne en titre,
a été sans pitié devant la Zambie, laminée 5-0. 0-0 entre la République démocratique du Congo et le Gabon au stade des Martyrs de Kinshasa. Et justement, notre correspondante Anasadi Tudiesh y était. Elle a recueilli quelques réactions. On écoute. Sur le match, notamment sur l'occasion finale, notre buteur Pierre-Emerick tombe face au gardien qui fait un super arrêt. Je pense qu'on aurait pu clore la rencontre ainsi. Maintenant, on est quand même content d'avoir fait un résultat positif ici. Pour nous, ça reste un résultat positif. L'équipe est en reconstruction. Je suis un peu mitigé, déçu aussi par rapport au fait qu'en zone de finition, on n'a pas eu beaucoup de présence aujourd'hui. Donc, si c'était ça, je pense qu'on a peut-être fait mieux. Nous commençons très bien le match, nous avons un milieu qui joue très bien, l'offensive même, n'en parlons pas avec Mpuku et Bakambu, mais il arrive un temps où nous ralentissons le jeu. Je ne sais pas ce qui se passe, est-ce que c'est la fatigue ou... Les matchs de cette première journée se terminent demain avec l'entrée en liste du groupe K, à suivre Madagascar, Éthiopie et Côte d'Ivoire, Niger. On en reparle lundi. Au revoir. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous. Bonsoir.